Novak Djokovic diminué dans une victoire tout en maîtrise et un peu humiliante pour Zverev, retour sur le drama Nadal et le conte de fées Karatsev qui continue, c'est le programme de votre nouveau digest australien. Installez-vous confortablement, mettez-vous un petit café en backup, on a énormément de choses à débriefer dans ce numéro et on attaque tout de suite avec le côté réseau. Et on attaque ce côté réseau par la boulette de Rafael Nadal, très sympathique, spoil que nous a fait notre cher Rafael Nadal en conférence de presse. Il a tout simplement spoilé le forfait de Berrettini face à Tsitsipas. Vous le savez, ce genre d'informations, il y a des canaux de communication très précis. Rafael Nadal manifestement était au courant de ce forfait avant le public et il n'a pas pu s'empêcher en conférence de presse de lâcher la sauce. Vous le savez, il y a toujours des oncles un petit peu relous dans les repas de famille pour vous spoiler les films et les séries télé. Et bien ce tonton relou, c'est Rafael Nadal. Voilà, je voulais commencer par cette petite image fraîche et sympathique avant d'aborder le mini-drama Nadal. Car oui, il y a eu des réactions un petit peu moins fraîches et sympathiques de la part de quelques personnes qui suivent la chaîne Service Volé activement, qui ont été un petit peu choquées peut-être de mon titre et de la vignette de la précédente vidéo, et je voulais aborder avec vous deux points très précis pour essayer de vous expliquer ce qui s'est passé. Premier point, je savais pertinemment qu'en personnifiant la réflexion, le débat autour de la figure de Rafael Nadal, en mettant sa tête sur la vignette avec la question quand même très clivante, Nadal a-t-il triché? Mais c'était une question, c'était pas une assertion, c'était sûr que ça allait récolter quelques réactions outrées, surtout en plus que la fanbase de Service Volé, je le sais parce que j'ai les chiffres à disposition, vous êtes plutôt en faveur de Rafael Nadal, il y a aussi évidemment des fans de Djokovic et de Federer, mais la fanbase est un tout petit peu plus bâtie autour de la figure de Rafael Nadal. Mais le véritable but ici, c'était de réfléchir autour de cette méthode de traitement, les infiltrations, aussi les AUT, la prise de cétone, bref, de réagir par rapport à cette interview de Thibaut Pinot. C'était absolument pas une attaque personnelle vis-à-vis de Rafael Nadal. Je sais que certaines personnes ont tellement tendance à supporter un joueur qu'ils prennent les attaques très personnellement, mais je n'avais absolument aucune intention de heurter votre susceptibilité. Deuxième point, parce qu'on va pas forcément s'éterniser des heures et des heures là-dessus, et au-delà du fait que la vignette et le titre soient extrêmement provocatrices, j'en ai bien conscience, mais on est sur YouTube, vous n'êtes pas sur Arte, c'est la question de la ligne éditoriale de la chaîne, une ligne qui ne bougera absolument jamais. Voilà, c'est Service Volé, c'est son ADN, je pose des questions qui provoquent, et je suis aussi complètement déconnecté de la pression des annonceurs. Je ne travaille pas pour un site de paris sportifs, j'ai tout simplement la liberté absolue de traiter tous les sujets qui me plaisent et qui m'intéressent, les méthodes de récupération et le dopage y compris, et si ça déplaît à une minorité, eh bien tant pis, c'est et ça restera de temps en temps des sujets qui nous occuperont parce que c'est l'ADN de la chaîne. Dernière petite information avant de passer au coin tactique, c'est ce tweet d'Endless Tennis Talk. Je te salue Endless, peut-être que tu regardes cette vidéo. Imaginez-vous, Karatsev gagne l'Open d'Australie alors que Pini ne proposait pas ses cotes pour les deux premiers tours de qualification de peur qu'il fixe ce sport de taré. Je vous en parlais hier et avant-hier, Karatsev avait cette réputation d'arranger certains matchs et le site de paris sportif Pinnacle avait carrément bloqué les paris sur ce joueur sur ces deux premiers tours de qualification, et justement Karatsev, on va en parler tout de suite dans le coin tactique. Et on attaque ce coin tactique avec le Karatsev-Dimitrov. Je voulais revenir sur les forces et les faiblesses de ce joueur russe très étonnant, qualifié pour les demi-finales d'un grand chelem où il jouera, spoiler, Novak Djokovic. On va revenir donc pour commencer sur ses forces, et le premier élément important, c'est cette espèce de campement qu'il a sur ses jambes extrêmement musculeuses et cette faculté à envoyer des pépites en coup droit. Alors ici, ce sera côté gauche qui pourra envoyer une minace, mais il a aussi le loisir d'envoyer du décroisé. Bref, il envoie vraiment des sacoches en coup droit. Son style, c'est quoi? C'est d'essayer de faire le point le plus rapidement possible, d'essayer d'exécuter son adversaire en un ou deux coups, et là forcément il bénéficie des circonstances actuelles de l'Open d'Australie. On sait que la surface a été largement accélérée, 20%, et ça sied parfaitement au jeu de Karatsev. La deuxième force, assez fascinante avec ce joueur qui semble sorti de nulle part, même s'il concassait tout le monde en Challenger sur le deuxième semestre 2021, c'est son extrême pureté technique, je trouve. J'ai été assez fasciné sur ses matchs à l'Open d'Australie de le voir très à l'aise au niveau technique, alors que ce soit au côté revers, côté coup droit, on l'a dit, il met des bûches extraordinaires. Je trouve aussi que son service est vraiment très simplifié, avec une énorme poussée au niveau des jambes, il arrive à toucher plus ou moins toutes les zones. Après, c'est pas forcément des services extrêmement puissants, on est plutôt aux alentours de 200 km/h, donc vraiment c'est un joueur très pur techniquement, avec une énorme puissance de frappe, mais il y a aussi quelques petits tares, et on va en parler. Car les matchs de Karatsev sont de véritables montagnes russes, surtout les deux derniers, et il a eu énormément de mal, encore une fois, à rentrer dans sa partie. Là, je vous ai sélectionné une palette qui est extrêmement explicite à ce niveau-là. On le voit ici, il arrive complètement raide comme un piquet, ça c'est généralement le langage corporel que vous avez quand vous êtes complètement fondu, complètement cramé, et là, il y a que 5-2 dans le premier set, donc il nous met une espèce de chop un petit peu bizarre dans le replacement de Dimitrov, qui arrive très facilement là-dessus, qui lui met un passing, et il a concédé Karatsev, qu'il était extrêmement nerveux, mais ça c'est un défaut qu'il a depuis très longtemps, Karatsev, mais heureusement, il a réussi à profiter, à exploiter la grande défaillance physique de Dimitrov. On l'a appris après la rencontre, Grigor Dimitrov n'était pas dans des dispositions exceptionnelles, il a eu carrément des spasmes dans le bas du dos la veille, il n'arrivait pas à nouer ses chaussures avant de rentrer sur le terrain, donc forcément compliqué dans ces conditions-là, surtout que Dimitrov a cette réputation de choker qui n'est pas du tout usurpée. Dans ce match, 14 balles de break dans les deux premiers sets, 4 seulement convertis. Ici on le voit sur cette palette que je vous ai sélectionnée, on le voit en chop, il va nous faire un slice baduf complètement immonde, il a raté un petit peu le train à ce moment-là, mais de toute façon il était
largement diminué et la victoire de Karatsev au final a été relativement simple. L'histoire, forcément, elle est complètement folle pour Karatsev qui sera au minimum 42e mondial à la fin de ce tournoi. Alors là, ici, on le voit regarder à travers le tuyau qui est censé te rafraîchir. Alors apparemment, il y a un truc au bout du tuyau, mais plus sérieusement, quelle trajectoire absolument folle pour ce joueur. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous pensez qu'il peut battre Novak Djokovic? D'ailleurs, c'est la prochaine palette. C'était la grosse affiche de la Night Session, Novak Djokovic contre Alexander Zverev. Il s'est passé énormément de choses dans ce match. On va le découper en deux phases si vous le voulez bien. Et la première phase, c'est le début du premier set, donc jusqu'à 5-4. Et on a vu un Novak Djokovic pas très inspiré, surtout sur son premier jeu de service, deux doubles fautes. Et surtout, pour concéder le break, il va mettre une balle un petit peu longue ici. Il a eu du mal à rentrer dans la rencontre. Il était extrêmement apathique. Et puis tout d'un coup, à 5-4, tout a changé. Parce que jusqu'à 5-4, le plan était relativement simple pour Zverev. Essayer de relancer le plus proprement possible dans la zone pas très loin de la ligne de fond, faire travailler Novak Djokovic dans la largeur, donc essayer de le faire courir au maximum et utiliser les extensions pour peut-être rajouter un petit peu de douleur à Novak Djokovic. On sait, le tennis c'est un mind game, mais c'est aussi appuyer sur les faiblesses de l'adversaire, et ça, Zverev l'a particulièrement bien fait, mais du coup, seulement à partir de 5-4, service à suivre. Comme toujours avec Novak Djokovic, cet animal à sang-froid, il a su saisir les opportunités dans les fins de set et aussi dans les tie-breaks, même s'il perd le premier tie-break, mais toujours avec Novak Djokovic, ce talent exceptionnel, cette clutchitude de réussir à hausser son niveau de jeu au moment important. Alors on note 21 fautes directes dans le premier set quand même, c'est assez énorme selon ses standards, et aussi j'ai trouvé pas mal d'approximations dans l'échange. Il se relevait aussi beaucoup trop tôt parfois, donc quand vous vous relevez trop tôt, forcément vous accompagnez pas assez bien la balle et vous avez de larges tendances à ce que la balle sorte. Donc on a vu un Novak Djokovic emprunté, un petit peu mou dans les 9 premiers jeux, mais après, à partir de 5-4, vraiment on a retrouvé cette machine, cet animal qui, même un petit peu blessé, même un petit peu diminué, est extrêmement difficile à abattre. Et le jeu pivot de cette rencontre, c'est le premier jeu du deuxième set. Alors là vous gagnez le tie-break 7-6 pour Zverev. L'objectif c'est de tenir son service, d'essayer de mettre la tête sous l'eau à Djokovic. Il n'a pas réussi à le faire, et tenez-vous bien, donc on a dans le troisième set 4-1, 0-30 pour Zverev. Dans le quatrième set 3-0, 15-40, 2 balles de double break. Il perd ses deux sets à chaque fois, et on voit Zverev toujours un petit peu fébrile dans les moments qui comptent. Et à l'inverse, Novak Djokovic toujours maître de ses émotions, qui a réussi à contenir le volcan qui sommeillait en lui. Ici on le voit sur cette palette, il va réussir à faire le break, et il a été relativement à sa main jusqu'à la fin de la rencontre. Un autre temps fort et véritable tournant de la rencontre, c'est quand Novak Djokovic a enfin pété un câble. Il nous a explosé sa raquette 3 fois sur le sol à 3-1 pour Zverev. On sentait que la partie était peut-être en train de lui échapper à ce moment-là dans le troisième set, et comme toujours avec Novak Djokovic, quand il s'énerve, quand il arrive à puiser de la force intérieurement, eh bien ça le galvanise, et ça a été encore un très joli exemple. Donc d'un côté, vous avez un Novak Djokovic en parfaite gestion de ses émotions, qui essaie de trouver un bon niveau de stabilité émotionnelle, et de l'autre côté, Zverev avec ses lancers de balles stratosphériques, qui a été un petit peu fébrile sur ce match. On l'a senti alors qu'il était parfois en passe de pouvoir remporter les sets et passer vraiment la tête devant. Il n'a pas réussi à faire la différence. C'est aussi à mettre au crédit de Novak Djokovic, qui a su appuyer sur ses faiblesses, c'est-à-dire le service, le coup droit, essayer par exemple de le déplacer, essayer de lui mettre des balles un petit peu mortes ici à mi-court, qui doit essayer de réaccélérer avec sa grande taille. On sait que c'est difficile, donc ça a été une conjugaison des deux éléments, un Zverev choker, fébrile, et vraiment un Djokovic toujours en parfaite maîtrise, même s'il a été particulièrement ballotté. Autre palette, et forcément c'était un cas très débattu depuis quelques jours, est-ce que Novak Djokovic a vraiment une déchirure? Il a refusé de s'épancher sur la question après son match contre Raonic, il a refusé de dire si c'était une déchirure ou pas, mais forcément quand vous le voyez faire des extensions comme ça dans le quatrième set, vous pouvez en douter. On l'a vu donc très intérieur dans le premier set, mais après franchement ça bougeait très bien, il a été plutôt en contrôle sur l'ensemble du match, donc je doute vraiment de cette déchirure. Je pense que c'est plutôt une gêne qu'il a au niveau des abdominaux, et clairement sur cet exemple ça crève les yeux, c'est impossible de faire ça si vous avez une déchirure. Donc Novak Djokovic toujours un petit peu filou dans sa communication. Et le dernier point que je voulais vous montrer, c'est le service de Novak Djokovic, qui lui a été particulièrement utile ces derniers matchs, parce que c'est un coup qui ne le gênait pas trop avec sa gêne aux abdominaux. Ici donc on voit balle de 7 pour Zverev, qui était à deux doigts d'amener Djokovic dans un cinquième set. Eh bien vous pouvez vous en douter, on a trouvé un service extérieur. Il a aussi parfaitement utilisé ce service au T pour essayer de forcer Zverev à se dépatouiller avec un retour de service en coup droit. Ça c'est un coup qui est de plus en plus fort dans l'arsenal de Novak Djokovic. Le service, il a tellement progressé là-dessus ces dernières années. Il a encore aujourd'hui pu compter sur ce coup, surtout à partir du deuxième set, et donc il affrontera la grande surprise Karatsev en demi-finale. Et on enchaîne, si vous le voulez bien, avec la recommandation du jour. Comme d'habitude, ma recommandation personnalisée pour la communauté service volé. Et là, malheureusement, j'ai choisi de ne pas choisir Rublev-Medvedev, incroyable à 5h du matin, et le Tsitsipas-Nadal aussi à 9h30. Vous êtes obligés de regarder les deux matchs. Si on jette un coup d'œil au head-to-head, on se souvient que Medvedev mène 4-0 face à Rublev. Leur dernière opposition, c'était à l'US Open en 2020, 7-6, 6-3, 7-6 pour Daniil, qui a plutôt les armes pour contenir les menaces de Rublev. Donc je vois encore une victoire de Medvedev, pourquoi pas en 4-7, allez. Et sinon,
la deuxième opposition, le Rafael Nadal contre Stefanos Tsitsipas, qui a sur le papier, on l'espère, toutes les caractéristiques pour être un énorme match. Tsitsipas n'a battu Nadal qu'une seule fois dans sa carrière, c'était à Madrid, à domicile, il avait battu Rafael Nadal sur terre battue en 3 manches. Est-ce que dans ce match-up, la surface accélérée de 20% va plutôt convenir à Tsitsipas avec son jeu offensif, aérien et explosif qu'il avait pu nous montrer contre Simon au premier tour, ou est-ce que Rafael Nadal va réussir encore une fois à trouver des parades tactiques dans ce match-up? Difficile de se prononcer, on va peut-être mettre une pièce du côté de l'expérience sur ce match. Allez, pourquoi pas une victoire de Nadal en 4 manches. Dans tous les cas, je vous souhaite d'excellents matchs la nuit prochaine. On se retrouve demain pour débriefer ces 2 quarts de finale. D'ici là, portez-vous bien et prenez soin de vous.